Hiver. Beaucoup de neige. Une croix faite de 2 minces troncs d'arbres calcinés et d'une couronne de fils de fer barbelés. L'humble monument de Lidic. De petits écriteaux au-dessus de la neige indiquaient: ici se trouvait l'école, ici l'étang, ici l'église. Dans la roseraie, on avait enveloppé les rosiers de paille pour les protéger du gel. Le froid était très vif. Voilà tout ce qui est resté de notre vieux Lidic. Je vais vous dire, les morts ne se souviennent pas. Ils sont couchés en rangs obscurs dans notre mémoire, tout en haut des combles en planches. À la moindre inattention, aux moindres heures, les longues poutres risquent de s'effondrer, de nous barrer le chemin, de nous condamner. Mais les morts eux-mêmes sont attentifs. On le voit bien à leur immobilité, qui n'est pas rigidité mais équilibre. Ils nous enseignent le droit chemin. Et même s'ils ne se souviennent de rien, ils nous aident à nous souvenir. Ils participent aux responsabilités de l'avenir. Voilà tout ce qui est resté. Rien d'autre. Ils ont tout enseveli, anéanti par le feu et l'acier, jusqu'à l'étang qu'ils ont comblé de grandes pelletées de haine.
me rappelle, non la mort. Depuis le temps que nous résistons à sa mémoire, nous oublions peu à peu son visage serein ou trouble. Ni même l'ennemi, encore moins celui-là. C'est comme si personne n'avait tué ou été tué. Je me rappelle seulement les coups de feu et l'incendie. Certaines idées auxquelles on résiste et que l'on altère avec le temps, peut-être de faux fuyants, des transferts du terrible en sublime, non. Non, certaines images qui couvrent les cris, et les cris qui couvrent les images. Les cris, je les entendais. Une corde séchée du linge étincela dans une cour, bien dessinée dans la lueur de l'incendie, puis se réquisite en cendres dans l'air. Personne n'y toucha. La mort eut peur du fracas de la cendre. Je me rappelle. C'était une nuit de crise de pierre. Le sang s'écoulait en silence dans la gueule noire de la mort. Un chien crevé gisait les yeux ouverts au bas d'une porte. Dans ses yeux fixes, les maisons s'écroulaient. Les flammes couraient d'une fenêtre à l'autre avec leurs haches rouges. Sur 20 après, je n'en ai plus souvenir. Je vous parle des choses, car il m'est impossible de vous parler de l'homme. Toutes les salves visaient mes propres tempes. Sur le sol, une rangée de corps étendus, comme de grands arbres abattus, comme de longues planches dans une menuiserie déserte. Des planches destinées à un cercueil immense, unique, comme de grands clous sanglants, je ne puis l'évoquer. Toutes mes dents tombèrent d'un coup dans ma bouche, en faisant un bruit intolérable. Je ne ressentis aucune douleur, ce n'est qu'au bruit que j'en pris conscience, comme si toute une cité s'écroulait dans ma bouche. Les femmes restaient là, muettes, leurs grands yeux ouverts, leurs yeux, deux imprécations fixes, deux épouvantes cristallines. Par ces yeux se vidaient leurs entrailles sanglantes pour pendre, toutes chaudes, jusqu'à leurs genoux, comme des agneaux égorgés au grand crochet rouillé d'un abattoir immense. Les enfants, ils les avaient emmenés. Les hommes, ils les avaient tués. Seules restaient les femmes, ne formant plus qu'une rangée de colonnes, de cendres, de sel, de glace, dans un grand temple dévasté. Et voici que ces colonnes se mirent en marche. Elles avancèrent, toutes droites, par phalanges, vers les camions, à destination de Ravensbrück, sans un mot, sans une larme, avec la fierté par-delà tout effroi d'un veuvage infini, avec la résignation poignante et inflexible d'une liberté irrésiliable. Ce n'est qu'au dernier instant, seulement pour un instant, que les femmes se retournèrent à peine pour voir leur pays. Au sommet de la colline de Livitch, un petit cheval de bois oublié là se consumait en conservant sa forme mais agrandie. Il se consumait seul, comme une prière vaine, radieuse, obstinée à quelque obscur dessein. Puis il explosa dans un dernier spasme derrière la colline, au cœur sombre de l'homme. On ne savait où se trouvait le cœur de l'homme. Rien que jouet d'enfant, dans sa solitude ultime. Un cheval surnaturel qui sombra dans la nuit. J'ai dû
du mal à me souvenir. Que pouvais-je bien être? Je ne voulais pas me souvenir. Je me suis torturé à tuer toute mémoire. Maintenant, je me torture à tuer l'oubli qui s'étend doucement sur les jardins, recouvre la colère, la haine, la souffrance, fait miroiter les vers d'un reflet tendre et circulaire, tels des zéros lumineux posés au-dessus de la table, au-dessus de notre soif nouvelle. Dire qu'on puisse encore avoir soif après avoir vu ces langues noires dressées dans la gueule du brasier. L'oubli enfouit une deuxième fois les morts, non plus sous 3 mètres de terre, mais sous une pensée qui songe au lendemain, qui songe à un monde meilleur. Je ne sais si l'oubli est sagesse, ou lâcheté, ou lassitude. Je veux me souvenir. Je veux accorder mon pardon au sein de ma souffrance et non par lassitude. Je veux me souvenir et réfléchir et abolir la douleur par la réflexion et non masquer la peur sous la réflexion. Une réflexion liée à l'expérience positive, concertée, la nôtre, la vôtre. Une réflexion pour nous tous, qui pourra vaincre jusqu'à l'hostilité de nos ennemis. À présent, je sarcle et j'arrose cette roseraie, bavarde avec les roses. Elles ont chacune un langage secret, presque révélateur. Vous savez, ces roses représentent notre grande amitié liée à de grandes heures. Et cette amitié, il nous faudra la maintenir par-delà la grandeur de la souffrance ou la grandeur de l'enthousiasme. Bien au-delà du choix entre esclavage et liberté, entre mémoire et oubli. À l'heure où la sève ralentit dans la tige des roses l'hiver, sous la neige paisible et rude, quand tous sont installés derrière leurs fenêtres, dans leurs maisons neuves, avec des pensions honorifiques, personne ne vient plus visiter le musée de Lidic. Les poèmes qu'on a écrits à l'époque sont qualifiés d'œuvres de circonstance marquées par les passions de l'heure, dépourvues de la décence qui s'impose. À l'heure où les pétales tombés des roses restent sous la glace comme d'épaisses gouttes de sang noir, ou comme des yeux rouges en éveil, comme les remords d'une omission plus ou moins grave de notre part, de nos atermoiements, de notre indifférence même. Toute la roseraie en hiver, vous avez remarqué, est couverte de paille. Elle ressemble à une grange desséchée. Mais j'imagine, des roses veillent à chaque instant. Et nous avec elles, n'est-ce pas? L'été, voici qu'elles resplendissent à nouveau, comme des cieux constellés, multicolores, si terrestres, au point que je crains parfois qu'un décor aussi beau ne nous dérobe l'essentiel. C'est le genre de souci qui m'obsède aujourd'hui. J'entretiens ce jardin de la paix et de l'amitié mondiale, comme nous l'appelons, au-delà des outrances sympathiques et inévitables de l'heure et de la jeunesse. J'ai vu les jeunes du monde entier venir travailler ici bénévolement à la reconstruction de Lidic. J'ai vu leur corps vigoureux et nus dans le travail et dans l'amour. Je n'en ai pas été jaloux, comme si j'étais plus jeune que leur enthousiasme. Et je l'étais effectivement. Car moi, j'ai survécu à la souffrance et à l'oubli et à l'effroi. J'ai survécu à la mémoire et à l'oubli. Je leur ai prodigué bien des conseils et ils m'ont écouté. Je leur ai fourni les plans du nouveau cimetière
C'est là qu'on a enterré pêle-mêle tous les ossements retrouvés, en creusant les fondations des nouvelles maisons, en aménageant les jardins. Ils y reposent désormais tous ensemble, une bonne camaraderie dans leur mort, une bonne notion de la camaraderie pour notre vie. Chacun a désormais les mêmes larmes pour toutes les tombes. J'entretiens ce jardin. C'est pourquoi je vous dis que je suis le plus jeune et que j'en suis conscient. Je suis heureux de travailler et d'avoir conscience de le faire. Je suis heureux de la joie de tous dans leur travail et jusque dans leur amour. Et qu'il me soit difficile de former ce mot d'amour de ma bouche édentée et nue. Je possède moi aussi une maison neuve dans la rue principale, avec un jardin privé. Il ne me suffit pas. J'ai reçu des lettres du monde entier. Je les ai gardées. Elles non plus ne me suffisent pas. On m'a offert une pension confortable. Je n'en ai pas voulu. Je suis encore capable de travailler. J'entretiens ce jardin. Je me souviens. Je réfléchis. J'attends que commence la reconstruction socialiste. À Distomo, à Coquigna, à Calavrita, que fleurisse la roseraie du monde, les champs de tir de Kaysariani, à Hiroshima, à Oradou et à Stalingrad. Nous avons tous du travail, dans bien des pays du monde, et il nous faut nous souvenir, réfléchir et travailler. Et toutes ces actions sont difficiles à mener de front, l'une entrave l'autre. C'est pourquoi nous n'avons guère le temps de nous distraire, de nous reposer, ni même de mourir. Vous souriez. Votre sourire pensif, plein de réminiscences, pur, responsable, intègre, est notre ambition et notre rétribution. C'est ce jardin que j'entretiens dans ma vieillesse. Je n'ai pas voulu de la pension. Il faut un long chemin pour parvenir jusqu'à cette profonde gratitude. L'important est d'y parvenir. Dans le jardin voisin, pas le mien, on a de nouveau tendu d'un arbre à l'autre une corde pour faire sécher le linge. On y suspend, dans la journée, quand le soleil donne, des affaires d'enfants, des gilets, des couvertures bleues ou roses, comme une carte avec de drôles de péninsules, des îles tendres, blanches et de tendres continents, comme de petits nuages d'été, ou de grandes fleurs d'un jardin immortel. Si peu qu'on regarde cette corde à linge. On baisse modestement la tête dans un doux oui, et l'on se souvient aussitôt que la statue se dresse toute blanche sur la grande place, que les montagnes sont bleues, que le ciel est bleu, que le temps est bleu, et aussi loin que porte le regard, tout a le bleu de cette profondeur. C'est ce jardin que j'entretiens dans ma vieillesse. Un jardin bleu. Peut-être ai-je bien tardé. Ni le jour ni la nuit ne me suffisent. Vous voyez, je respecte beaucoup mon travail et je respecte votre temps. Notre respect mutuel
et notre jardin. Bonne nuit. Ce que je possède, je dois le travailler encore et le restituer à toute la vie, multiplié par toutes mes morts successives et par ma mort ultime, laquelle n'aura plus rien à me prendre, car j'ai tout donné à la vie. Et la vie, qui vous l'offre, me le garde en double par le partage, et vous garde, et me garde. J'écrirai que je n'ai plus rien à écrire. Après l'amour que je n'ai pas pu faire. J'écrirai avec n'importe quoi. J'écrirai que j'en ai marre de ne pas savoir dormir. Comme le matin je me réveille et ne pas savoir dormir. Dormir.
et me sentir déportée chaque matin dans la même vie. J'écrirai pour des siècles et des siècles l'inépuisable sommeil qui ne vient pas. La porte ouverte sur la nuit, ouverte et qui laisse passer les heures de cette même nuit que je traverse, moi qui ne sais pas dormir. Comme parfois moi, n'est pas arrivé à vivre. C'est demander pourquoi être en vie. Pourquoi la porte ouverte, en dehors, et moi dedans, et perdu. Dans les siècles et les siècles qui s'enfouissent dans le lointain, essayez d'écrire, essayez d'étendre à un poème qui jamais ne se récomposera. Parce que moi, la fille en fragment. Penser à la vie plus fort que tout, plus fort que l'amour. La vie, la toute grande vie. Se dire que peut-être les phrases changer, les mots ailleurs, déporter, déporter, déporter dans ces mêmes phrases. Et la vie déporter elle aussi. Ne pas savoir quoi dire, quoi écrire, quoi vivre. Parce que la vie, justement, emporte l'être plus loin que l'écriture. La vie, plus loin que les mots, les phrases. La littérature toute petite, imbécile par rapport à la vie. Vie, 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 vivre sa vie, sa propre vie qui se déporte. Les 22 résistants et la 23e décapitée à la hache. Exécutée pour avoir résisté. Comme tous les autres, qui sont comme moi, déportés. Et puis après, on ne sait plus si être une fille ou un garçon, après tout, quelle importance! Avoir faim à nouveau, toujours avoir faim, et que ça ne cessera jamais, jusqu'à la mort. La fin des massacres, l'éradication des génocides. Extermination. Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée de vivre. J'ai envie encore de faire l'amour. J'ai envie de faire l'amour. Encore et encore. J'ai envie de partir loin. J'ai envie de coucher avec tous les garçons et toutes les filles qui me plaisent. Et n'avoir de comptes à rendre à personne. Il est possible qu'un jour tu me détestes, que tu comprennes, enfin que tu ne comprennes plus ce que tu faisais avec moi. Peut-être il faudra aller jusque-là. Tu sais, je crois que tu n'es pas le seul à être furieux. Moi, parfois, la rage qui vient, la rage dans les cris crachés sur Dieu et ne pas avoir à s'excuser. Parce que si tu acceptes d'être avec moi, tu acceptes la rage en dedans.
Je n'ai pas envie que le cauchemar recommence. La violence. Le cauchemar. La violence. En temps approprié ou inapproprié, arrêtez d'écrire. C'est possible qu'un jour j'arrête d'écrire. L'insoutenable promesse que tout ira toujours bien, et puis un jour peut-être être détesté. Je n'ai pas envie que le cauchemar recommence. Je n'ai pas envie que le cauchemar recommence. J'ai assez vu des cauchemars. S'habituer au bonheur qui vient d'un coup, qui frappe à la figure du bonheur. Tu sais qu'est-ce que c'est la peur? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la peur? C'est le cauchemar qui veut revenir. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur que les cauchemars recommencent. Dans le lieu où la bouche est incapable de parler et l'oreille incapable d'entendre, je croyais avoir assez pleuré. Ça va, Christine? Oui, ça va. Ça va, Anna? Francesca? Ça... Farida, est-ce que ça va? Albertine? Monique? Geneviève, ça va? E tutte le donne qui... Antonio, Mario, ça va. Ça va passer. Ça passe toujours. Nous sommes des naufragés. Ma haine pour la vie, pour les gens qui m'ont donné la vie, ma haine aussi pour Dieu. Dieu, cracher sur Dieu, cracher sur la vie, aimer à la folie, aimer au-delà de la haine. Je croyais avoir assez pleuré. Je ne veux pas retomber malade. Je ne veux pas retomber malade. Tout ce que je veux, c'est de ne pas retomber malade. Je voudrais vouloir vivre. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: quero vida e quero vida. Quero vida e quero vida. Viver a vida como les autres arrivent à vivre. La grande nuit. Viens juste cette nuit, dans un rêve. Ou ce jour, dans un rêve. Je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Je suis fatiguée. Je vais aller dormir. Je me couche sur le lit. Après le non-sens, après le bruit et la fureur, le silence. j'aime l'ange qui est dans ma très grande chambre. À celui que j'aime,
J'écris dans l'amour qui sauve de la mort, de la non-vie, plus fort que la mort. À celui à qui j'ai fait l'amour, toujours pour la première fois. Celui que j'aime plus que tout. Ma vie, Mon envie mon envie, de vie. mon envie de vie. Rwanda 94, fin du génocide. Petite fille. Je vois des regards d'enfants qui doivent avoir 4-5 ans. Ils retirent d'abord la petite sœur qu'ils prennent dans les bras, et puis ils me retirent. À ce moment-là, c'est comme s'ils me ramenaient à la vie, ou ils me réveillaient, mais qu'ils me sortaient de là, et j'arrivais à respirer alors. Et ces enfants qui nous ont retirés de là avec la petite sœur, mais on ne sait pas très bien s'ils nous ont sauvés, ou s'ils ont découvert notre cachette, et que du coup, on n'est plus à l'abri à l'extérieur. Mais en tout cas, on respire. On est à l'extérieur, On est offert au village. à l'air qui est tout autour de nous. La fosse est ouverte. Il y a le ciel qui est bleu. Rwanda 1994, 6 avril. Et il frappe. il Et il frappe. Et il frappe. Et il frappe. Et il frappe. Les machettes ont été distribuées par l'État. Partir des faits. 1990, application française au Rwanda. 1991, opération Dami. 1992, opération Chimère. 1993, le ministre de la coopération française facilite la base ethnique du Hutu Power dans tous les partis politiques rwandais. 1994, opération Amaryllis, opération Insecticide, opération Turquoise. La France est accusée de complicité de génocide. Septembre 1995, Europe. Les enfants rescapés des massacres. Mon sang, Peur. 2 petites filles d'orphelinat. une dame. Vous allez voir votre nouvelle famille d'accueil avec qui vous allez vivre ce soir. Elles entrent dans une pièce. Et les regardent les nouveaux parents. Ils ont la peau blanche. La mère a de longs cheveux roux. Le père a 2 tournesols en main. Il leur donne. La mère dit qu'ils ont un petit garçon et qu'il est à l'école. C'est l'heure de la cantine. Dans l'assiette, il y a beaucoup trop. Je dis que je ne veux pas. La cuisinière me dit qu'il faut manger. Je dis que je veux retourner à la maison. Que j'ai peur. Ils me font peur avec leurs peaux toutes blanches comme les fers blancs et les sœurs qui frappaient aussi. L'école de l'orphelinat. Les petites filles vont à l'école. Certains enfants rient. Ils se moquent d'elles comme la voisine se moquait. Quand la fille, quitte la classe. elle longe les murs. Elle sait que l'institutrice la regarde de la fenêtre. Elle ne pourrait pas sortir de l'école parce qu'on la surveille. Petit garçon, Pourquoi tu restes toujours le dos contre le mur? Parce qu'il faut tout voir. puis à chaque récré, elle va voir sa petite sœur. Elle entre dans la classe et elle dit qu'elle vient voir sa petite sœur. Elle veut rentrer. Sa petite sœur est seule dans un coin de mur. Elle regarde. Quand elle voit sa sœur,
Elle sourit. Les 2 filles quittent l'orphelinat, elles courent pour sortir. Elles tombent sur l'infirmière. L'infirmière leur dit d'attendre. Elle les emmène chez les nouveaux parents et leur nouvelle maison. Maison, le soir. Les petites filles arrivent. C'est une grande maison avec des châssis bleus. La mère leur montre la chambre puis le jardin. La mère? Et voilà Antonin, votre petit frère, votre nouveau frère. On peut jouer? Oui, bien sûr. Elle parle avec le petit garçon. Les 2 petites filles se sont éduquées elles-mêmes. Elles ont des manières de faire différentes qui surprennent parfois. Leur manière parfois de parler entre elles et avec l'autre enfant. Elles créent du sens. La nouvelle école. Première fugue. Petite fille. On nous apprend à lire, à écrire. Une fille me dit que je ne fais rien, que je ne fais pas ce qu'il faut. Je me lève, je pars. Peut-être dans le couloir, je pourrais fuir. Je passe entre les tables. L'institutrice voit que je pars. Je passe la porte. Je cours dans les couloirs. J'ai peur. Il faut que je me cache. Je cours jusqu'à la cour de la récréation. Je me cache derrière un buisson. L'institutrice arrive, elle m'appelle. Silence. J'entends qu'elle s'en aille. Je la vois par les petits trous du buisson. Elle est assise sur une marche devant la baie vitrée de la classe des petits, là où il y a ma sœur. Elle ne s'en va pas. J'attendrai jusqu'à ce qu'elle parte. Après longtemps, j'ai entendu la sonnerie. L'institutrice est partie. Les enfants sont arrivés. Puis j'ai vu ma nouvelle maman. J'ai couru. Elle m'a prise dans ses bras et avec Victoire, on est retourné à la maison. La manière des enfants de survivre, de créer du sens, se reconstruire. La mère adoptive, Jardin vu de la fenêtre. Jardin délimité par les haies des 2 côtés. Derrière, il y a des arbres. Le jardin a 2 niveaux. Il y a des portes-fenêtres pour y accéder. Vue plongeante sur le jardin que les enfants traversent, passent, expérimentent leur pulsion de vie. les 2 enfants ont enfoncé leur visage dans la terre du jardin. Elles sont venues me montrer leur masque. Elles sourient. Expérimenter leur manière de survivre. La nécessité vitale de créer du sens là où il y a eu du non-sens. Que faire? Comment continuer à vivre en sachant que d'autres êtres humains ont voulu et organisé la mort? Les conséquences du génocide, la manière des enfants de survivre, qui dépasse tout entendement. La force de vie illimitée d'un enfant face à la violence illimitée d'un bourreau. Que les enfants sachent qu'ils n'y sont pour rien. Qu'ils sachent qu'il existe des degrés de violence illimités chez l'homme mal intentionné. On ne leur cache rien. Pour qu'ils puissent se défendre. Pour qu'ils puissent réellement choisir l'avenir des autres enfants qui viennent. Pour que sur eux, il n'y ait aucune dégradation de l'attitude critique. Qu'ils posent des questions. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Il faut dégager une vérité dont on puisse tirer quelque chose. L'homme n'est pas un ennemi pour l'homme. Des enfants expérimentent leur vie sachant que les criminels ont voulu les tuer. Ils doivent savoir Que certaines personnes sont très mal intentionnées et que ces personnes deviennent haineuses. L'état intérieur des mentalités se déresponsabilise. Les comportements sont fermés, derrière leurs fenêtres fermées. il y a une dégradation de l'attitude critique. Ils ne se posent aucune question. Ils ont peur. Ils se terrent dans la peur. Et ce climat de peur entretenu en permanence légitime la perspective d'une attaque, d'un massacre, soi-disant préventif contre l'autre. On ne mesure pas les degrés de violence jusqu'où ça peut aller. Une ignorance recouvre l'activité meurtrière de certains groupes d'hommes. Ils aboutissent à la négation de l'humanité de l'autre comme d'eux-mêmes. Ils se suicident. Ils vont jusqu'à sélectionner leur mémoire et déforment des faits historiques. De la sorte, ils réactivent et entretiennent leur hostilité, la peur d'un ennemi intérieur. Ils excluent l'autre et l'enseignent comme un ennemi mortel. Mais l'homme n'est pas un ennemi pour l'homme. L'ethnisme, c'est la construction sociale d'une différence essentielle qui n'existe pas. La race, le concept est faux. Certaines personnes dangereuses ont utilisé ce concept de race pour radicaliser les différences, et ces personnes n'avaient qu'un but, dominer. Il y a eu des génocides. Parce que l'idéologie racisante est porteuse de l'intention génocidaire. Et ces gens commencèrent à penser en termes d'ethnie et de race.
et ils décidèrent d'exterminer. Et ils tuèrent en masse leurs voisins en étant persuadés que ceux-ci représentaient un ennemi caché et mortel parce que ethniquement différents. Et ils organisèrent des viols de masse planifiés, massacrèrent, exécutèrent. Savoir que toujours les crimes retombent sur la tête des bourreaux. La nouvelle école, deuxième jour, Deuxième deuxième fugue. fugue. Petite fille. Le jour suivant, je suis retourné à l'école. On a changé de place. Même les bancs, on les a changés. Puis, l'institutrice a dit... Aujourd'hui, nous allons parler de Elle écrit sur le tableau. la radio. Dans la tête de l'enfant. Radio Mille Collines, la radio officielle de l'État. Où sont passés les complices du SPR? Je ne vois plus en rester. Chantez avec moi. Venez vous réjouir avec moi, mes amis. Les complices du SPR ont été exterminés. Venez vous réjouir avec moi, mes amis. Dieu est juste. J'ai crié. J'ai vu autour de moi des enfants. Je crie. L'institutrice arrive derrière les bancs. Elle me prend dans ses bras et dit qu'il faut rationaliser. On est dans la classe. Un autre enfant me mouille le visage. Ils sont tous autour de moi. On s'est rassis. On a continué la classe. L'institutrice a dit qu'il fallait faire un dessin sur nos peurs. Le garçon à côté de moi a dessiné 2 dragons et au milieu une reine. Ça sonne pour la récré. Les enfants sortent par la porte. Je reste là. Le garçon à côté de moi continue à dessiner. L'institutrice suit ceux partis par la porte. Elle croit que je vais rester avec le garçon. Je sais que le garçon n'ira pas le dire si je pars. Il me laisse passer par la fenêtre pour m'enfuir. Je marche dans la ville. Je connais le chemin pour retourner à la maison. Arrivé au loin, je reviens de l'école. Je suis à marcher dans la rue vers la maison. Se demander ce que je fais dans mon autre vie. Que peut-être plus importante, l'autre vie. Devant la maison, je sonne. Il n'y a personne. Alors j'attends. Je me cache dans un buisson. Je me demande si j'ai une autre vie. Si les gens ont plusieurs vies. Je vois arriver la voisine, elle est très belle. Esther, petite fille. Bonjour. Esther, Bonjour. silence de l'enfant. Tu fais l'école buissonnière? Silence de l'enfant. Ta maman n'est pas là. Silence de l'enfant. Tu veux attendre chez moi qu'elle revienne? L'enfant acquiesce. Elles montent ensemble dans l'appartement. La fillette apprend à lire. Esther, Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux apprendre à lire. La petite sort un cahier et 2 crayons. Et à l'école, on ne te l'apprend pas. On n'apprend pas les mots qui sont utiles. Quel mot veux-tu apprendre? Génocide. Esther prend un des crayons et écrit dans le cahier. La petite fille recopie le mot. Caché. Esther écrit caché et la petite fille recopie le mot. Politique et moderne. Esther écrit politique et moderne et la petite fille recopie le mot. Maintenant, je vais pouvoir écrire. Elle range son cahier et ses crayons. Elle se lève. Tiens, je te donne mon dessin. l'augmentation des seuils de violence, le dessin représente une petite fille de profil. On voit très peu son visage, on voit surtout ses cheveux. Dans ses cheveux, il y a des blessures de toutes sortes, des croûtes de sang par endroits. Petite fille. Voit l'augmentation des seuils de violence, non pas dans les outils techniques mis à la disposition des génocidaires, mais dans les comportements criminels et bestiaux des bourreaux. L'homme devient de plus en plus violent. L'impact de l'aggravation de cette violence dans les corps des bourreaux. L'impact de l'aggravation de cette violence sur les corps des victimes. Chez certains enfants, à la nuque ou à la tête, des fentes de plusieurs centimètres de profondeur. L'aggravation des capacités de tuer. L'aggravation des moyens génocidaires sur des populations génocidées. Esther, Il faut dégager une vérité dont on puisse tirer quelque chose. Créer du sens. un État est transformable. Il n'y a pas de fatalité. Écrit dans le cahier de la petite fille. Le volcan. À perte de vue dans les collines, les habitants de la ville fuient. Des boules de magma les suivent. Certains ne courent pas assez vite et prennent feu. On voit qu'ils luttent. Un des habitants doit abandonner son ami qui a la tête enflammée. Il doit sauver son propre corps au détriment de son camarade. Des petites filles noires au bord d'un volcan
La maison est calme, puis le bruit vient. Les gens du village qui courent vers les marais, toujours plus loin. Des personnes qui traversent la maison sortent par la porte du jardin où se trouve la mère. Ils n'ont pas le temps de parler. Ils disent qu'il faut partir. Il faut partir! Fuyez! Fuyez! La mère prend la plus petite des deux filles, presse l'autre. Il faut fuir! Abandonner la maison! Où elles ont vécu, où elles ont trouvé la joie. Elles fuient, elles partent. Le volcan, ce serait l'intention génocidaire. Le magma, ce seraient les miliciens. Une différence essentielle. Le volcan est un élément naturel. L'intention génocidaire n'est pas naturelle. On montre souvent les génocides comme une fatalité, en face de laquelle l'humanité est impuissante, c'est faux. Le génocide qui a frappé en Rwanda en 1994 était un génocide programmé. Il a été pensé, planifié et exécuté par les humains. Le génocide n'est pas une guerre. C'est l'exécution d'idées suicidaires d'hommes criminels. C'est une déshumanisation. Comment un être humain a pu faire ça à un autre être humain? Il n'y a pas de raison. Le génocide dépasse l'entendement. Un génocide peut être évité. Possibilité de transformation d'un état génocidaire. Un État est transformable. Un État est transformable. S'est-on imaginé pouvoir écrire sur un enfant Tutsi? Mais comment serait-ce possible? Sinon, et encore que. Comment serait-ce possible? Par les trous noirs. Comment parler? Aller chercher des mots reliés, réels. Petit français lambda, sans connaissance profonde de ce qui s'est passé, et même avec la connaissance. Comment parler? Autrement que réflexion, histoire et analyse. Comment parler de l'innommable? Comment parler sans bafouiller, y perdre son latin, se mettre à la place d'eux? Un trou béant. Comment ailleurs que piétiner dans le parking des lieux communs? Comment trou noir s'en approcher, s'y perdre? Grand trou, non-sens. Comment ne pas s'y engloutir, y perdre pied? Vertige. Comment frayer avec les mots? Faillir, tomber, chute. Chut. Personne. Anonymat. Qui de 1000 visages? Qui sur 1 million et plus? Est-ce que les choses sont quantifiables? Et toutes ces vies, non-sens. Pour qui, pourquoi? Qui nous mentir? Qui nous cacher la vérité et nous de l'ignorer pour votre confort malade? Comment avez-vous pu tout ça? Mais non, c'est parce que vous croyez. Nous croyons rien. Pour vous, c'est des questions de chiffres. Vous êtes des pointes, des pics, barbouzes, barils, des mercenaires, des fonctionnaires obéissants, indifférence, secret d'État, le glas de vos petites affaires en petites coupures. Comment avez-vous pu, avec votre ignorance, nous fabriquer de l'ignorance, indifférence, détail, naïf, crédible, le petit peuple, à le rouler dans la farine, à le promener, à le mener au bord du trou, un grand trou noir,
vertigineux, abysse, abîme. Carboniser le petit peuple, c'est de la bonne pâte. C'est ça que vous croyez, qu'on peut gober toutes vos insanités. Vous ne savez pas ce que nous sommes, qu'on est de la viande pour vous, pour vos saloperies, trébuches, trouilles, vacilles, devant qu'on ait de la viande sur canapé, pour vos cocktails, garden party, à nous briquer des chaînes dans la cervelle, à nous dénier, nous nier. Le trou, l'abîme, le petit peuple qu'on peuple de tant de cerveaux vacants, qu'on colonise dans la matrice prête à penser, déni. Où étions-nous pendant vos petites combines? Trou noir, histoire. Ceci est un trou noir dans notre histoire. Comment avez-vous pu? Comment le pouvez-vous? Murmure muet, mutique, malade. On ne peut plus vous croire. Tartufferie, enfer, pantalonnade. Trou noir, histoire, béance. Le temps que ça prend à mettre en place. Le temps que ça prend à reconnaître ce temps béant où disparaissent les disparus. Acharnement à les enfouir, obstination, oubli, et puis les responsables. Ça prend du temps. Le temps, la traite du temps, l'oubli et l'ignorance vont de concert dans le vertige. Vertige, abysse, abîme. Temps noir du trou, tractant de l'innommable, de l'inavouable, en petites coupures, lambeaux. Effondrement du temps, effondrement de tout, effondrement du sens, effondrement, vertige, lambeaux, abysse, acharnement à nier, décharnement des faits, dévastation. Je cherche un homme. Dieu est un sigle, une compagnie d'assurance, disait Lucas. Comment border le trou avec les mots? Comment penser cet impensable? Comment imaginer réel? Comment s'en approcher sans y tomber? Comment n'y pas céder? Force d'attraction, chaos, trou noir. S'atterrer, se taire, entériner et enterrer. Personne ne témoigne pour le témoin, disait Célan. Opération Normois. Opération Norrois. Opération Chimère. Opération Insecticide. Opération Amaryllis. Opération Turquoise. Le complexe de Sachoda, un mythe errant. Ambivalence des sentiments, pureté d'une offrande mélancolique, forcé de croire à l'ignominie apocalyptique. Religion, ségrégation, oppression, haine de l'autre sans fondement aspire à l'inconsistance de son être. Par la peur réfrénée de la différence singulière, errance vers la chiche d'un espace translucide et sans issue. Mais cet autre, qui puise en sa chair et sa pensée les ressources pour affronter l'innommable, se dresse confiant et libre. Je suis là. Ils ont voulu la faim, mais je suis là. Ils ont voulu la mort, mais je suis là. Ils se sont dit qu'on ne nous croirait pas.
Et il voudrait que l'on se taise. Je suis là. Je suis la pellicule des souvenirs. Je suis la part visible de ce qu'on a enfoui. Je suis la part sonore d'un silence infini. Je suis colère, révolte et mausolée. Je suis pleine de vous, de vie, d'avenir et de passé. Passé charnier. Je suis mémoire. Je suis la terre. Mémoire du pire et du meilleur. Il n'y a pas de mots pourtant. Je suis amour, fertile, polyphonique. Je suis la mer et l'origine du monde. Je suis le cri, l'ancêtre et le silence qui suit. Tu es mort. Non, je suis vivant. Tu n'es pas né. Je suis né. Tu es mort et absent. Non, je suis là et vivant. Tu n'existes pas. J'existe. Tu n'es pas là. Je suis là. Tu ne travailles pas. Je travaille. Tu ne lèves pas les Je poutres. lève les poutres. Tu ne dors pas. Je dors. Tu ne manges pas. Je mange. Je te ferai disparaître. Je ne peux pas disparaître. Tu n'as jamais été là. J'étais là. Tu ne marchais pas. J'allais au chantier tous les matins. Tu t'en vas. Je ne m'en vais pas. Tu es mort. Je suis vivant. Tu es vieux. Je suis jeune. Tu es vieux et triste. Je suis jeune et joyeux. Tu ne vas pas au Je travail. vais au travail. Il n'y a plus de Il travail. y a encore du travail. Il n'y a plus d'espoir. Je suis l'espoir. Il n'y a plus de volonté. J'ai de la volonté. Tu partiras. Je resterai. Tu n'as plus le droit de marcher. Je marche. Tu n'as plus le droit de parler. Je parle. Tu n'as pas le droit de lever les yeux. Je lève les yeux et je regarde. Tu as traversé la rue en dehors du passage pour piétons. Je n'ai pas traversé la rue, je suis restée sur le même trottoir pendant toute la durée de mon chemin. Je n'ai pas traversé. Tu ne chemineras plus. Je cheminerai. Tu ne sais pas. Je sais. Je suis la vie. Je suis la vitalité, La vie vivante. l'énergie nouvelle, La nouveauté. la jeunesse du pays, la force Le vitale, sang frais. la jeunesse au travail, L'espoir au travail. le chantier ouvert, l'ouverture vers l'avenir, la force vive, L'énergie fraîche. le métal souple, L'animal vivant, le nouveau civilisé, le corps à l'œuvre, le nouveau départ. le travail de la naissance, la souplesse tendue, la force du travail, Les rires, les défis, la prouesse, la construction, l'élan vers l'avant. les combattants, le courage, les âpres ouvertes, les nouveaux hommes à venir. La montée en vigueur, la poussée, la production, le germe du monde à venir. Le droit ne couvre pas le monde. Le monde déborde de ce que le droit en jeu. Le jour est un peu plus grand, passe par les trous du droit. Le Le droit droit joue, articule, sait articuler, articule jusqu'à l'absurde. Le droit n'est pas clair avec le droit. Le droit trouve des règles introuvables, contradictoires, des règles pour ne pas pouvoir répondre aux règles, des règles pour se retrouver devant une impasse et ne pas pouvoir passer. Dans les trous du droit, la légère poussée des voies de fait, des faits pour pousser à la faute. Le droit a des trous qui ne voient pas l'homme vivant. Le droit oublie, le droit ne voit pas, le droit apporte des collections de papier couverts de signes, signatures, marques de tampons. Le droit est bizarre et pervers et mensonger. Les institutions des administrations n'appliquent pas le droit, ne veulent pas appliquer le droit, inventent le droit par les faits. J'amène les fiches de paye.
J'amène ma déclaration d'impôt. J'amène mes enveloppes et mes déclarations d'impôt. Et les quittances de loyer. J'amène le papier qui prouve que j'ai été détenue. J'amène le visa de 6 mois. J'amène mon passeport. J'amène mon acte de naissance. J'amène la convocation. J'amène la facture de téléphone et la facture de l'électricité. J'amène 4 photos d'identité. J'amène la preuve d'un dépôt de dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. J'amène 3 relevés de notes de mes études anciennes. J'amène un certificat médico-légal de l'hôpital de Lyon. J'amène la décision de rejet de l'OFPRA. J'amène un certificat de mariage. J'amène une attestation d'hébergement. J'amène les enveloppes de courrier que j'ai reçues à mon domicile depuis des années. Je dois faire la preuve que je suis là pour démontrer que je suis un clandestin. Je suis un homme caché qui doit montrer tous les papiers du travail non caché fait depuis des années pour rester caché. Je montre que je n'étais pas là pendant tout le temps que je payais mes impôts ici, en travaillant ici. Je veux démontrer que j'ai été détenue pendant 2 ans dans un pénitencier secret. Je dois montrer que je n'étais pas là, mais que je payais mes impôts. Je ne dois pas ne pas être là. Je dois montrer que je suis là parce que je ne dois pas être là. Je dois me montrer pour prouver que je suis un véritable clandestin irrégulier. Je dois me montrer sur mon dossier de preuve qui prouve que je suis un véritable clandestin. Un travailleur qui est bien resté longtemps caché dans le pays, qui n'en sort pas, qui n'en est jamais sorti, qui était très bien caché. Ah, je ne dois pas être là, mais il me faut ne pas avoir été là pendant plus de 10 ans et prouver que j'étais bien l'ouvrier qui n'existait pas pendant 10 ans. Je suis interdit. Il m'est interdit d'être là. Je suis le dissimulé qui réclame d'être vu. Je suis un clandestin inexistant ayant payé ses impôts pour son travail clandestin. Je suis le caché prouvé, que je prouve que j'étais bien caché pendant 10 ans, que pendant 10 ans on ne me trouvait pas et que je travaillais légalement. Je dois montrer que je suis un des meilleurs clandestins, un des meilleurs hommes cachés. Montrer combien je me cachais bien et que je travaillais visiblement, légalement, honnêtement. Prouver combien il est difficile de se cacher tout en travaillant légalement. Je dois faire preuve d'un don de dissimulation de clandestin inscrit auprès des services fiscaux. Je dois prouver, démontrer que je suis bien rentrée dans le pays par une voie irrégulière, de façon clandestine, par des chemins détournés, que je suis restée de façon irrégulière longtemps. Je dois prouver que je suis vivant. Les vivants gagneront sur les morts. Les ouvriers vivants grandiront la mort. Vent, vite, va vite, oh, vite, oh, vive, oh, vite, et ah, mort à vie, mort à vif, vive la mort, vive la vie, vivons, vive la vita, la vita, là-haut, et là, l'eau de la vie, de l'amour, de la vie, vive, oh,
Obéis, n'obéis pas, n'obéis pas, les mots qui les mots qui, les mauvais mots. N'obéis pas aux mauvais mots, laisse la vie là où elle est, elle est l'eau. L'eau de la vie. L'eau. Oh.